engins autonomes et pourquoi faire. Nous allons accueillir bien évidemment les 3 premiers intervenants de la matinée. Jean-Marc Sornin, président et cofondateur de la société d'exploration des grands fonds marins Abyssa. Merci Jean-Marc. Pierre-Antoine Flich, directeur de la ligne de produits drone chez Naval Group. Mathieu Glade, directeur général de Seaol Technologies. Hervé Allaire, fondateur et dirigeant de Serenmar Ship as a Service. Denis Créache, coordinateur du programme CHOF du service hydrographique et océanographique de la marine. Et enfin, Yann Opterbecke, chef du département robotique, navigation, vision et acoustique chez Ifremer. Merci messieurs, logiquement vous avez un micro qui vous attend. Et je dois excuser l'absence de Frédéric Mitten, le fondateur et directeur général de Cosma, qui est malheureusement souffrant et qui ne pourra pas être avec nous ce matin. Bien, merci messieurs d'avoir rejoint cette table ronde. On a environ 1h15 ensemble pour aborder cette thématique des engins autonomes, des engins également téléopérés, parce qu'on n'a pas que des engins autonomes, on a aussi des engins qu'on peut supervisé ou téléopéré depuis la Terre. Et peut-être pour démarrer un premier tour de table, est-ce que vous pouvez nous préciser, sans image cette fois-ci, quels sont les différents types de drones ou les différents types d'engins autonomes qui sont construits ou qui sont opérés dans vos structures respectives? Et je vais peut-être proposer à Yann, qui est à l'autre bout de la table, de démarrer pour nous dire quels sont les types d'engins que vous avez construits ou quels sont les types d'engins que vous avez acquis à l'Ifremer et pourquoi. Merci Alexandre. Mesdames, Messieurs, bonjour. Tout d'abord, pour situer le contexte, donc, je suis Yann Opterbecke, je dirige l'unité des systèmes sous-marins à l'Ifremer et donc cette unité se situe dans l'entité flotte océanographique française, gérée par l'Ifremer. Et donc, nous avons un triple rôle. Nous sommes concepteurs ou co-concepteurs d'engins sous-marins, de drones ou d'autres engins sous-marins, souvent en partenariat. Je cite Exail qui est dans la salle. Nous sommes exploitants à la mer, donc avec notre amateur navire. Et puis, nous sommes utilisateurs scientifiques, mais dans le paysage de la communauté française des sciences de la mer, donc avec les CNRS, avec d'autres organismes. Donc nous fermons la boucle entre la conception, l'exploitation et l'utilisation Donc les enjeux de ces engins-là, des drones, c'est tout d'abord de produire des données de qualité exploitables, comparables, connectées à d'autres jeux de données, d'autres engins. Et donc dans ce sens-là, nous avons développé, donc j'ai moi-même développé il y a 20 ans, la première génération d'AEV océanographique à l'Ifremer. Et plus récemment, depuis 2016, nous avons développé l'AEV ULIX, qui est un engin 6000 mètres et qui devait combler un peu différents trous ou avancer dans le périmètre des fonctionnalités pour l'océanographie. Et donc, le constat était il faut amener un engin profond en mer, il faut l'amener loin, il faut descendre, ça dure des heures. Donc il faut de l'énergie, il faut de l'instrumentation pour la navigation, il faut de la communication, il faut de la sécurité. Et donc il faut tirer un maximum de valeur de données d'une seule plongée. Et donc on a donné à cet engin une capacité fonctionnelle très riche. Il a un certain nombre d'actions possibles. Il peut naviguer vite au-dessus du fond, il peut s'approcher du fond et prendre des images. Et ensuite, il a tout un tas de charges utiles qui permettent de bien exploiter ces différents modes de navigation, ces modes d'action. Et donc, on est toujours dans une logique, tout d'abord, d'avoir un engin qui a des capteurs standards pour la cartographie, mais aussi pour le visuel, l'image optique est très, très riche, mais qui a aussi la capacité d'embarquer des instruments scientifiques spécifiques, donc pour vraiment répondre, chaque compagnie scientifique étant un projet en soi. Et puis, on est dans une logique de mission multisystème. L'AUV, le drone autonome, ne va jamais être amené seul dans une mission. Il va accompagner l'engin habité, le Nautil ou le ROV Victor pour faire de l'interaction
pour conduire des actions vraiment en interaction avec les fonds. Et ça, pour l'instant, encore, c'est l'humain. Donc, la téléopération avec les humains. Donc, cet engin ULIX a fait ses preuves. Il a fait ses premières campagnes. Il a fait même une campagne dans le programme MFM avec la Marine nationale en 2024. Et donc, aujourd'hui, il est dans un service opérationnel et scientifique. Et puis, il y a un deuxième qui va être construit dans le contexte France 2030 par Exail, avec notre soutien pour la DGA et pour la Marine nationale. Donc ça, c'est pour la mission maîtrise des fonds marins. Tout à fait, oui. C'est une des missions de l'axe 10 dans France 2030. Alors ça veut dire qu'à l'Ifremer, vous utilisez à la fois des engins de surface, les différents vecteurs, des engins sous-marins et des engins qui vont être connectés à d'autres outils qui vont évoluer en flotte, ou c'est des engins qui évoluent seuls? Aujourd'hui, on n'est pas dans une logique de flotte ou de meute d'engins, on va dire spécialisés, monotâches, pour multiplier l'amplitude. On a entendu ce matin la notion de task group, et donc on est plus dans la complémentarité de différents outils. Donc du navire, du drone, des capteurs autrement déployés ou stationnaires au fond, et des engins d'intervention. Donc on est plutôt dans la complémentarité. Et le drone en surface, il arrive aujourd'hui donc pour connecter tout cet ensemble. Il fait un lien. Il peut avoir des missions propres, mais il peut aussi avoir un rôle d'être lien, relais de positionnement, parce qu'il faut des données de qualité, et de communication pour avoir un monitoring de l'arrivée. Et donc, il peut permettre de, malgré tout, suivre l'arrivée et permettre de le contrôler à distance, s'il le faut, et donc de déployer d'autres systèmes sous-marins avec les navires. Merci beaucoup. Je vais inviter Hervé Allaire, Ship as a Service, à prendre le micro et à nous dire également quels sont les différents types d'engins que tu opères, Hervé, au sein de ton entreprise, et peut-être pour quelle mission. Est-ce que c'est des drones de surface? Est-ce que c'est des drones sous-marins? On reviendra sur la question de les profondeurs tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous donner peut-être un panorama du panel d'outils dont tu disposes? Et si vous aviez chacun d'ailleurs la gentillesse, à chaque fois que j'utilise des acronymes, de pouvoir les expliciter. On aurait pu faire un glossaire d'ailleurs affiché à l'écran sur les AUV, les USV, les UUV, etc. Merci Hervé. Donc Ship as a Service, j'en ai plus connu dans le monde des drones et des grands fonds par l'acquisition de Comex Marine en 2020. On combine du coup le métier de bureau d'études qui fournit de la data à celui d'armateur, puisqu'on arme des navires côtiers et hauturiers dédiés à l'acquisition de données, et des engins autonomes qui sont soit des robots téléopérés, donc ça veut dire qu'ils sont philo-guidés, ils sont reliés au navire par un ombilical, soit des drones sous-marins. Alors je dirais les drones sous-marins, c'est assez récent, puisque jusqu'à un passé proche, on voyait quasiment tous les drones, en tout cas des industriels français, sur le pont de nos navires, mais majoritairement dans des contextes de campagne d'essai, puisque les industriels nous confiaient ce type de prestations. Mais depuis 1 an ou 2, il nous arrive de louer des drones sous-marins, parce que ça fait sens en fait, et ça fait sens majoritairement à 3 titres. Soit parce que ça va apporter une donnée de meilleure qualité qui est mieux résolue, soit parce que ça fait sens économiquement. Par exemple, pendant que les drones font de l'acquisition, les drones sous-marins font de l'acquisition géophysique, on peut, nous, grâce à nos robots philo-guidés ou à nos moyens de prélèvement, faire des actions dites de vérité terrain. Donc on va voir à proximité, soit par capteur optique, soit par prélèvement physique, la nature des fonds. Et troisième raison, c'est souvent des raisons, on va dire, opérationnelles, c'est-à-dire que, par exemple, dans des canyons, on va de plus en plus avoir recours à des drones parce qu'on imagine que le risque est plus faible par rapport à celui d'exploiter un capteur tracté. Donc voilà, une dizaine de navires, une dizaine de robots sous-marins philo-guidés. Et pour les drones, pour l'instant, les drones sous-marins, on les loue. Et quand le marché sera plus intense, probablement, on en sera exploitant, de la même manière qu'on exploite des robots philo-guidés. Et on a aussi fait quelques opérations avec des drones de surface, majoritairement dans des contextes d'acquisition bathymétrique. Pour l'instant, de mon point de vue, je n'ai pas vu une grosse plus-value opérationnelle par rapport à une vedette hydrographique, sauf dans des plans d'eau fermés. Merci beaucoup.
Alors le CHOM utilise également des drones dans le cadre des missions sonographiques de la marine. Est-ce que Denis, vous pouvez nous expliquer quels sont les types de drones que vous utilisez dans le cadre de ces missions ? Oui, alors donc nous on est en pleine transformation de nos capacités en fait, donc hydrographiques et sonographiques. Et finalement, avant de répondre directement à la question, le challenge posé, c'est de faire beaucoup plus largement en surface, beaucoup précisément en profondeur. Donc a été évoqué la haute résolution dans les grands fonds qui pose une dimension supplémentaire, et le tout 2 fois plus vite. Donc voilà. Donc alors, on arrive dans l'équation à faire un renouvellement de bâtiments hydrographiques, scénographiques, mais on arrive aussi rapidement à la nécessité d'augmenter en fait, le nombre de senseurs. Et pour ça, les drones arrivent directement, donc des drones de surface. Alors, en l'occurrence, nous, en termes d'expérience, on expérimente depuis 2020 en fait, des USV. On a fait l'acquisition d'un premier USV DRIX l'année dernière qui sera livré donc, à l'été prochain. Là. Et en termes de productivité, je dirais que nous, en termes de cartographie bathymétrique, on y voit un intérêt très important. Alors, je ne vais pas revenir sur tous les atouts qui ont pu être donnés tout à l'heure, mais je pense qu'on y reviendra. Donc, le drone de surface côtier, on va également vers un drone hauturier, en fait, au travers de France 2030, donc l'axe 10 et la mission 5 plus précisément. Avec l'objectif majeur en fait toujours d'avoir une capacité d'emport de capteurs qui permettent de couvrir les zones d'intérêt. Donc les zones d'intérêt, on peut les caractériser en termes de profondeur en particulier. Donc si on veut aller chercher des grands fonds, il nous faut d'abord un vecteur qui puisse supporter un état océanique et une capacité d'emport qui puisse avoir effectivement la capacité de porter typiquement on va dire des sondeurs qui permettent d'atteindre 6000 mètres. Donc on a ces deux types de drones de surface. On va également vers l'AUV, alors là aussi avec les deux typologies. Donc l'AUV grand fond, donc on a fait l'acquisition d'un AUV grand fond au même moment en fin d'année dernière, de Kongsberg en l'occurrence, qui sera livré en tout début d'année prochaine. C'est produit norvégien. Donc Kongsberg, produit norvégien effectivement. Et donc avec une capacité 6000 mètres pour faire effectivement de la haute résolution, pour soutenir, pour avoir une connaissance fine des grands fonds et pour soutenir les différents axes qui ont pu être présentés tout à l'heure, aussi bien pour la maîtrise des fonds marins, la connaissance des fonds par rapport à la partie énergétique ou autre. Et AUV, donc Autonomous Underwater Vehicle, donc qui peut s'appeler aussi UUV, du coup Unmanned. On va également vers l'AUV petit fond. Donc là, on est sur du, quand je dis petit fond, c'est travailler sur le plateau, avec comme objectif en fait d'être capable en tout cas de rechercher une plus grande agilité par rapport à un moyen AUV grand fond 6000 mètres qui nécessite un bateau, qui est lourd à opérer, qui est lourd à programmer. Avec des problématiques techniques mais aussi d'organisation et de ressources humaines. Et dans ces ressources humaines, il y a la formation. Donc l'AUV, en fait, le petit AUV, le micro AUV, il va permettre d'avoir monocapteur, il permettra d'avoir des mesures intéressantes sur le plateau et d'enchaîner beaucoup plus facilement des missions et d'avoir donc un retour sur investissement en termes humains beaucoup plus direct. Merci beaucoup. Mathieu Glad, on a eu la chance d'avoir votre présentation tout à l'heure. Vous êtes armateur, vous êtes concepteur, vous fabriquez vos drones, vous les développez, vous les exploitez. Des drones de surface qui ont pu être présentés tout à l'heure jusqu'aux barges autonomes et aux navires téléopérés. Aujourd'hui, est-ce que ce sont des ensembles qui travaillent ensemble ? Est-ce que ce sont des vecteurs qui travaillent ensemble ou est-ce qu'on est sur des drones qui sont individualisés ? J'aimerais bien qu'on puisse aborder, d'ailleurs maintenant et peut-être un peu plus tard aussi, la question de flotte coordonnée. Alors, les très gros bateaux sont des bateaux qui fonctionnent seuls, qui fonctionnent avec une téléopération. Leur taille impose aujourd'hui que le commandant à distance ait l'intégralité du rôle opérationnel. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'autonomie décisionnelle à bord de ces bateaux-là. Non pas qu'on ne puisse, on peut tout à fait le faire techniquement, mais à la fois la réglementation
et l'apprentissage de la chose font qu'on garde un rôle opéré par un commandant qui a sa responsabilité, quand bien même il serait distant. Les plus petits navires, eux, les USV, sont capables de fonctionner à plusieurs, avec des niveaux de fonctionnement commun qui peuvent être variés. Les USV de moyenne taille réalisent une mission plus ou moins autonome, et on est capable d'en diriger jusqu'à 5 à la fois depuis un même opérateur. Pour autant, on va allouer 5 missions différentes à chacun de ces drones, mais ils vont avoir, ça va être des objets supervisés plus que des objets téléopérés. Ce sont des objets à qui on alloue une mission et pas un ordre de pilotage, pas un ordre de barre. Quant aux tout petits USV, ceux faits à base de jet ski, ceux qui nous ont servi à entraîner la marine, vous pouvez en imaginer plein d'autres fonctions en partant de là. Là, on est sur des logiques de meute et d'exécution d'un rôle de meute avec des comportements qui sont réalisés en fonction du comportement de son frère, de sa sœur, de son voisin. Avec aussi une logique qui peut être inter-USV, avec des USV mid-size et des tout petits, sur une logique, alors nous on le présente en disant c'est maman canard et les bébés canards et les canetons. Mais l'image est assez parlante. Merci beaucoup. Alors, une question pour Pierre-Antoine Flich. On a eu tout à l'heure une très belle présentation, merci beaucoup, avec effectivement un panel également des produits qui sont développés chez Naval Group ou qui sont en opération. On est uniquement sur des produits militaires, pour ceux que vous nous avez pu nous présenter. Même question, on est sur différents vecteurs pour différentes missions. Alors oui, Naval Group, donc on se positionne avec 4 lignes de produits. On a 2 lignes de produits vecteurs et 2 lignes de produits plutôt liées à l'intégration physique et fonctionnelle. Donc dans le domaine vecteur, dans le domaine véhicule, on a les USV qui sont principalement aujourd'hui portés par notamment notre filiale Sirena. Là, c'est le Sequest S que vous avez pu voir en image ici, donc qui est un drone nativement embarquable, qui est déjà navigué, qui est commercialisé et qui a fait un certain nombre d'exercices déjà dans ce cadre-là. Vocation à utilisation militaire avec cette embarquabilité native, notamment depuis frégate de rang 1. Ensuite, on a tout le domaine sous-marin, où là, vous avez pu voir quelques illustrations du XL-UV, donc qui est aujourd'hui un projet de développement en cours déjà pour la France à travers le contrat UCUV, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, de drones de combat sous-marins, et dont on développe aussi évidemment des versions export. Je pense que c'est une des particularités de ce marché-là. Je l'ai bien dit dans l'introduction, les industriels que nous sommes ici autour de la table, on a tous pris notre risque, on a fait notre analyse de marché, on est allé, on a investi pour avancer là-dessus. Et on développe également un drone sous-marin de format M, donc on va dire entre 300 et 533, qui lui a plutôt vocation à pouvoir mis en œuvre pour des missions ISR, soit depuis bâtiment de surface et peut-être demain sur sous-marin. Donc ça, c'est vraiment les 2 volets véhicules. Et puis sur le volet système, on a tout un système de mission. Finalement, c'est un des sujets dont on a assez peu parlé aujourd'hui jusqu'à présent. Quand il va falloir mettre tout ça à bord et l'utiliser dans une mission opérationnelle, il faut la préparer, la planifier, il faut être capable de la suivre. Et donc là, on a un système de mission Styris qui, lui, est parfaitement drone agnostique. Donc il travaille avec des drones de Naval Group, mais également pour des drones tiers. Il est multimilieu, il sait gérer du drone aérien, du drone de surface et du drone sous-marin. Et il est complété du coup pour le domaine sous-marin de une brique clé dont vous allez, je pense, beaucoup discuter plutôt cet après-midi et dont on reparlera après, qui est une brique autour des systèmes d'autonomie, puisque ceux qui d'entre nous travaillent dans le monde sous-marin, on sait très bien qu'on ne sait pas communiquer facilement. Et donc on développe une solution, Styris Onboard, qui est vraiment une brique d'autonomie décisionnelle contrôlée, et c'est ça le sujet clé ici, qui permet de faire des missions, notamment quand on veut aller loin et profond, longtemps. Voilà, vraiment tout ce travail-là. Et c'est l'ensemble de ces capacités qu'on met en musique quand on a besoin d'avancer sur un cas d'emploi. Merci beaucoup. Alors on va rester sur les questions de profondeur. Une question pour Jean-Marc Sornin. Jean-Marc, vous nous avez présenté tout à l'heure les missions menées par Abissa avec les engins qui étaient dévoués à ces missions. Est-ce qu'on peut utiliser le même type de drone selon les profondeurs? Est-ce qu'un drone il va pouvoir faire du 0-6000, du 0-3000, ou est-ce qu'on est obligé d'utiliser plusieurs vecteurs selon les profondeurs? Pardon. En fait, ce qui va nous orienter vers le choix
d'un drone, le choix d'un AUV, c'est l'objectif de la campagne, l'objectif de la mission. Parce que pourquoi utiliser un 0,6000 si on reste à 300 mètres ? Ce qu'il faut voir, c'est qu'en face, aujourd'hui en tous les cas, en face de ces drones qu'on affrète, plutôt en face, plutôt au-dessus, on a des navires de surface. Et donc ces navires de surface, ils sont presque dimensionnés en fonction du drone. Si on a un drone qui fait 2 mètres de long et qui pèse 400 kg, le LARS, c'est-à-dire le système de mise à l'eau, ou bien le navire lui-même peut être assez réduit, alors que quand on a des drones qui font 6-8 mètres et qui pèsent plusieurs tonnes, là on a forcément des systèmes différents. Donc, et je sais bien que qui peut le plus peut le moins, mais l'objectif est quand même de bien cibler les moyens à mettre en œuvre par rapport aux objectifs. Alors après, quand on n'a pas le choix, effectivement, comme tu l'as dit, un drone capable de descendre à 6000 mètres peut faire des mesures à quelques centaines de mètres. Donc ça peut être suffisant. Je reprends ce que je disais en tout début, ça dépend de l'objectif de la campagne et donc des capteurs qu'on mettra à bord. Si on fait, je mets des guillemets, si on fait juste de la bathymétrie, on va se contenter d'un sondeur qui permette de faire de la bathymétrie. Si on veut aller au-delà, qualifier la colonne d'eau, j'ai dit on a des mesures environnementales, donc il faut utiliser d'autres sondes. Et là, on peut avoir des engins qui sont multiparamètres, ou bien des engins qui sont monoparamètres, monocapteurs, multicapteurs ou monocapteurs. Donc voilà, c'est plutôt ça. Et évidemment, en fonction de la profondeur, on fait les images que vous avez vues tout à l'heure, on fait une opération, on sait qu'on ne dépassera pas 3000 mètres, on ne va pas aller chercher un AUV qui descende à 6000. Merci beaucoup. Alors, on va poursuivre avec votre voisin. La question des 6000 mètres, pendant longtemps, ça a été critique. Est-ce qu'on est capable de descendre jusqu'à 6000 mètres ? Aujourd'hui, les missions menées par l'Ifremer avec les engins, notamment l'ULIX, dont vous avez pu parler tout à l'heure, nous montrent que c'est possible. Et pour ça, on a aussi un certain nombre de paramètres. En quoi est-ce qu'aujourd'hui l'autonomie décisionnelle, c'est-à-dire à partir du moment où le drone agit par lui-même selon les patterns et les schémas qui lui ont été donnés, alors que ce soit pour les drones ou d'ailleurs que ce soit pour les navires, hein, la question est ouverte pour tout le monde. Est-ce que ça semble vraiment révolutionner les missions ? On parle du 5D, vous savez, c'est les critères dull, dusty, dangerous, dear and difficult. Je pense que est-ce que c'est un vrai driver aujourd'hui, cette autonomie décisionnelle ? Est-ce que ces 5D, c'est le premier moteur de ce déploiement croissant des drones à la mer ? Au sein de l'Ifremer, est-ce que vous avez réagi comme ça ? Quelqu'un a dit ce matin là, dans les présentations, ce sport-là, ce n'est pas un sport de masse. Donc c'est assez onéreux. Les utilisateurs attendent des fois des années pour avoir leur campagne. Et donc, ils attendent une certaine garantie de résultat. Il faut des critères pour quantifier des performances. Il faut savoir exactement ce qu'on peut faire en 5 jours, en 10 jours, en 20 jours à la mer. Et donc, ensuite, il faut dérouler un programme. Il y a des aléas techniques, il y a des aléas météo. Il faut essayer de remplir le cahier de charges le mieux possible. Et ça reste des fois un challenge. Et donc l'intelligence artificielle, l'autonomie décisionnelle qui serait libre de réaliser des tâches peut-être mal anticipées ou mal maîtrisées dans la propre préparation et aussi dans le suivi de l'opération, c'est pas forcément quelque chose qui est évident à faire. Donc il y a un risque lié à ça. Aujourd'hui, nos AUV utilisent une brique déjà d'IA, plutôt de machine learning, pour détecter des données d'environnement, des sondes erronées qui pourraient mettre en difficulté le pilotage automatique de l'engin. Donc on a déjà des technologies qui tournent en temps réel sur nos AUV. Mais de là à transposer la stratégie scientifique qui varie presque de plongée en plongée, pour adapter cette stratégie d'exploration, c'est encore un chemin à faire. Donc il faut avoir des formalismes, des quantifications, des essais souvent virtuels, parce que sinon ça coûte trop cher. Donc il y a encore du chemin à parcourir.
Progressivement, on y travaille, hein, évidemment. Nous, roboticiens, on ne rêve que de ça. Mais il faut aller d'une façon très progressive pour éviter de plonger pour détecter un pneu de camion. Donc il faut rester réaliste. Est-ce que c'est un game changer pour le pilotage de l'arrivée? Ça l'a été, personnellement un petit peu à ma surprise, mais donc on a réussi à gérer des données de capteurs très brouillés et donc les algorithmes IA ont apporté des solutions qu'on aurait avec des algorithmes classiques peut-être pas trouvées. Donc il y a un potentiel certain, mais il faut respecter les étapes pour aller plus loin. Et donc je pense que c'est un défi aussi pour introduire pour travailler sur les stratégies d'exploration au niveau IA. Voilà. Merci. Pierre-Antoine, je vois que vous avez le micro qui vous chatouille. Non, je rebondissais sur cette notion de 5D, plutôt la partie est-ce que c'est le premier moteur. Le premier, oui, et ceux qui travaillent dans le monde défense ou action de l'État, on va dire au sens large, en tout cas pour moi, c'est plus l'unique moteur. Et le 5D, il a vraiment très bien répondu. C'est un peu la proposition de valeur, entre guillemets, quand on veut mettre à l'abri les hommes et le matériel. C'est vraiment le tout début de l'histoire. Aujourd'hui, on voit que pour tout un tas de domaines, on évolue vers cette logique multiplication de force, en tout cas, arriver à se densifier, à se massifier, qui rappelle évidemment la problématique du coût central, qui est cette notion asymétrique qui va avec, et pas simplement d'arriver à réaliser des missions 5D. Et ça, je pense que ça, c'est vraiment le défi du moment, avec la question des coûts, bien ajusté avec l'effet que l'on propose en face. Avec cette logique multiplicateur de force, c'est d'autres défis, et c'est peut-être le jalon d'après pour l'autonomie. Ça va être de gérer des drones ensemble, en meute, et puis demain en essaim. Ça va être notamment de pouvoir gérer la charge de l'opérateur, que ce soit dans, encore une fois, sa préparation et suivi de la mission, mais aussi dans le fait qu'elle va changer. Je pense qu'une des spécificités dans le domaine défense, c'est que le plan, ça sera le premier truc qui partira à la poubelle quand on va s'en servir. Donc il faut être capable de replanifier, peut-être, je connais moins le monde civil, mais peut-être plus souvent encore que dans le monde civil. Merci. Mathieu Glade. Alors, pour rebondir sur le sujet de l'autonomie décisionnelle, citons deux exemples. Le premier, il n'y aurait pas d'usage de drones dans un monde civil sans autonomie décisionnelle. Pourquoi ? Parce que si un navire qui fonctionne tout seul devient un danger pour la navigation, il n'aura pas le droit de naviguer. Aussi simplement que ça. Donc le premier des sujets, est-il capable de détecter les autres, d'interagir avec eux, que ce soit des navires inhabités ou d'autant plus habités, et le second élément, est-il capable de les éviter ? Si on bascule dans un monde un petit peu plus défense, le sujet de l'autonomie décisionnelle va être la reconfiguration permanente de la mission, la capacité à exécuter une mission face à une adversité, et donc de réagir au comportement de l'autre. Donc l'autonomie décisionnelle est-elle un game changer ? Oui, et dans certains domaines, plus que ça, elle est une absolue nécessité, et elle fait qu'aujourd'hui, le monde du drone et le monde du système autonome se développent massivement. C'est cette raison-là, et dans le monde civil, c'est l'élément de game changer. Merci beaucoup. Alors on parle d'autonomie décisionnelle, on va rester sur ce sujet sur les deux prochains points. On parle d'intelligence artificielle, on parle de machine learning. Est-ce que ce sont des outils que vous développez ? Est-ce que ce sont des outils qui existent déjà sur le marché, que vous adaptez en fait à vos vecteurs ? Est-ce que le machine learning, c'est nécessaire en tout cas pour ce que vous utilisez dans les différents AUV, USV pour les faire fonctionner ? Ou est-ce que en fait l'intelligence artificielle, le modèle intelligence artificielle suffit ? Alors je vais vous donner un élément de réponse. Pour faire du machine learning, pour faire de l'IA, il faut de la donnée à apprendre. Et la base de tout, c'est ça, c'est d'avoir un socle de données à apprendre qui soit extrêmement fort. Le paradoxe, les algorithmes, ils ont été créés déjà dans le monde terrestre. Les voitures autonomes ont une capacité très très forte, mais elles ont des millions d'heures de data. Dans le monde naval, on peut réutiliser des éléments d'algorithmes qui existent, qui pour certains sont disponibles.
Par contre, le nombre de data construites nous permettant de faire apprendre à nos systèmes est beaucoup, beaucoup plus faible. Et donc notre enjeu n'est pas forcément dans la construction de l'algorithmie, mais beaucoup, beaucoup plus dans la capacité à créer un socle de data nous permettant d'avoir de la performance. Merci Pierre-Antoine. Moi, je rajouterais une notion qui, je pense, est clé, c'est l'aspect contrôlabilité. Et donc, confiance, explicabilité. Et là, on va sortir simplement de la question de l'algorithme lui-même, mais c'est bien l'architecture d'un système. Comment est-ce qu'on donne confiance à l'utilisateur, en particulier aux marins ou aux exploitants, pour ça. Et là, ça devient un savant mélange. Alors, un savant mélange d'algorithmes. Attention, quand on parle IA, tout n'est pas du machine learning. Il y a des systèmes experts qui existent depuis des années et qui sont extrêmement efficaces. Ils sont prédictifs, ils sont déterministes, mais ils permettent cette explication. Donc ça, c'est vraiment un premier point. Ensuite, il y a l'architecture du système. On peut mettre du machine learning dans certains endroits, typiquement en délibératif avec d'autres systèmes. Et là, ça permet d'améliorer, mais on a toujours une solution en dernier recours, une explication qu'on sait donner. Et puis après, dans l'architecture de l'ensemble, il y a l'autonomie décisionnelle contrôlée, telle qu'elle est, donc ce que nous on appelle Styris On-Board, qui tourne. Et puis il y a, dans ce package-là, parfois un hyperviseur. Parfois un système de dernier secours qui, lui, va agir sur quelques paramètres clés, par exemple un arrêt d'urgence ou quelque chose comme ça, qui permet de garantir quelques fonctions absolument fondamentales pour le produit. Et celui-là, c'est encore un autre objet. Et qu'il faut intégrer dès le départ dans la conception. Donc c'est des systèmes de systèmes embarqués. En tout cas, il y en a au moins deux, avec l'idée d'avoir cet hyperviseur-là qui lui joue un rôle vraiment important. Et sans cette contrôlabilité et sans cette explicabilité, en tout cas, nous, notre conviction, c'est qu'on va avoir beaucoup de mal à faire monter à bord l'autonomie sur les engins. Merci beaucoup. Encore une fois, on va rester sur cette question d'autonomie décisionnelle. Hervé, tu as été le premier à évoquer dans tes propos le volet humain. Je crois que c'est quelque chose qui te tient à cœur. Pour toi, quelles sont les limites de cette autonomie décisionnelle et à quel moment, en fait, est-ce que le volet humain redevient indispensable ? Alors, il y a deux sujets. C'est la réalité des opérations, parce qu'au final, on parle d'engins sous-marins, donc ça veut dire... Ou de surface. Ou de surface, mais bon, pour ce qui me concerne, sous-marin, c'est quand même en quelque sorte des ordinateurs qu'on va mettre entre 3000 et 6000 mètres de fond, c'est-à-dire 300, 600 barres. Dans un pneu de voiture, c'est 2 barres, pour vous rappeler. Donc, là, encore une fois, c'est pas un sport de masse. Du coup, voilà, il y a une réalité, comme le rappelait Ifremer, c'est que ces campagnes sont attendues par les donneurs d'ordre, donc souvent les scientifiques. Il faut que les créneaux météo soient là, il faut que les navires soient disponibles, les équipages, les techniciens, etc. Une fois qu'on en est arrivé là, on veut quand même pouvoir maîtriser cette opération. Et là, moi, je vois deux apports et deux limites de l'IA. Donc déjà, il y a l'IA qu'on peut implémenter dans les vecteurs, navires, drones de surface et drones sous-marins. Moi, je ne suis pas un expert là-dedans. Par contre, moi, je vois un énorme champ d'application, c'est l'IA qu'on peut appliquer à l'analyse de la donnée qu'on a collectée. Je vous donne un exemple très concret de ça. Nous réalisons régulièrement des campagnes sur les futurs parcs éoliens pour, par exemple, calculer la densité des terriers à langoustines. Voilà. C'est vite dit, mais c'est quand même tout un boulot. Et pour ça, il y a deux sujets. Il faut créer une fauchée sur les fonds marins et calculer le nombre de trous, et parmi ces trous noirs, lesquels seraient des terriers à langoustines. Donc on a appliqué l'IA au vecteur, c'est-à-dire en créant des asservissements pour que le robot vole toujours à la même altitude par rapport au fond, de sorte à ce que la fauchée réalisée par des lasers sur le fond soit toujours équivalente, iso-fauchée, quoi. Donc voilà, c'était un petit asservissement, rien d'exceptionnel, mais ça a été très utile aux pilotes et ça a soulagé un peu la pression qu'ils ont au pilotage, parce que, encore une fois, il y a du courant, il n'y a pas de visibilité, la météo change, etc. C'est la vraie vie, c'est pas forcément l'hôtel de l'industrie, un jour de printemps, salon lumière et montgolfier. Et après, donc, on a des quantités assez astronomiques de données. Et jusqu'à un passé assez récent, les scientifiques regardaient tous les rushs de films et devaient trouver les terriers et les plotter quasiment au doigt sur l'écran, quoi, et tenir un fichier Excel à côté. Là, l'IA, évidemment, a apporté énormément de choses en préqualifiant, en disant... Nous pensons que c'en est un, c'est un terrier à langoustine. Le bentologue ou l'expert ou la lieute, etc., il va dire oui, non. Voilà. Mais on lui fait gagner plus de la moitié de son temps, quoi. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir sur cette question d'autonomie additionnelle ? Oui, Denis ?
Oui, juste pour effectivement, pour compléter ce qui vient d'être dit là, je pense que la notion de drone, il faut bien l'avoir en termes systémiques jusqu'à l'analyse de la donnée, plus proche encore. L'analyse de données, finalement, c'est quand même le but. Enfin, la donnée ou l'information, c'est bien le but final. Et effectivement, je pense que, en tout cas nous, du côté CHOM, très clairement, on n'est pas constructeur de système, donc déjà, on ne va pas intégrer dans le système quelque chose, mais le fait de dire aller beaucoup plus vite dans la production de l'information, c'est très, très clairement se faire aider par des systèmes. Alors l'IA, effectivement, c'est régulièrement tarte à la crème. Effectivement, je souscris sur le fait que des systèmes experts depuis plus de 30 ans en fait, sont très performants. Donc c'est un mélange de différentes techniques et de technos pour aller vers un ciblage en fait de l'information pertinente et dans le volume énorme de données qui peuvent être acquis en même temps en fait réduire directement à l'information utile. Deuxième point ou second point, tout à l'heure donc on a évoqué l'autonomie décisionnelle en termes de sécurité de la navigation, typiquement être conforme à Colreg. Pour la partie défense a été dit aussi prendre en compte en fait des aléas défense, mais finalement pour l'acquisition de l'information, quand on envoie typiquement un AUV par grand fond, il va mettre plusieurs heures à descendre, il va mettre potentiellement plusieurs heures à remonter. Si on peut arriver à faire en sorte que sa mission se reprogramme, se replanifie de façon efficace par rapport à l'objectif de la mission, pour typiquement être en vol autour de 40 mètres d'altitude en utilisant certains senseurs et sur détection de certains paramètres, redescendre plus bas, prendre des photos, être en haute résolution et revenir en fait en fin de plongée avec de la donnée directement exploitable par des experts. On est gagnant clairement en fait. Merci Jean-Marc. Oui, je vais compléter tout ce qui vient d'être dit, notamment par les deux derniers. En fait, l'utilisation des données en grand nombre et le traitement des données, le traitement le plus rapidement possible, j'ose pas dire en temps réel, nous permet d'optimiser aussi la suite de la mission. C'est-à-dire que on a un projet, j'ai cité quelques projets qui étaient financés par le plan de relance, on a un projet qui nous permet de développer des algorithmes qui vont autoriser les scientifiques à modifier les plans tels qu'ils les avaient prévus, les plans de survey tels qu'ils les avaient prévus, de manière à ne pas retourner sur des zones qui seront, je mets des guillemets à nouveau, inintéressantes, mais aller sur les centres d'intérêt, d'aller sur les cibles. Donc c'est pas de l'intelligence artificielle, c'est pas de l'autonomie de décision à bord, mais c'est du traitement le plus rapidement possible après. Moi, je voudrais juste qu'on laisse pas l'idée que tout ça n'existe pas du tout, parce qu'en réalité, cette autonomie décisionnelle, et notamment embarquée, et y compris sur les fonds, ça existe depuis un certain temps, et je laisserai juste une idée pour que les gens après y réfléchissent. Une torpille, ça fait énormément de choix, tout seul, de manière assez autonome, ça déploie un raisonnement tactique, et en plus, ça a la chance d'être armé. Et ça existe déjà depuis un bout de temps. Et ceux qui en construisent maîtrisent assez bien ce genre de sujet et de toutes ces questions qu'on vient d'évoquer jusque maintenant. Donc on ne parle pas du futur. On parle dans tout un tas de sujets de réexploiter ou de réinterroger la manière dont on a déjà su trouver des solutions dans certains domaines. On va rester un petit peu dans le domaine militaire, parce que drones et navires, au-delà de la réglementation qui est en cours de construction, on aura d'ailleurs une intervention de la DG AMPA tout à l'heure, à venir dans la journée, il y a quand même une certaine porosité entre le domaine civil et le domaine militaire. On parle de technologie duale. Est-ce qu'on peut envisager que ces technos soient complètement duales, ou est-ce qu'il suffit juste de repeindre un drone en gris, ou de repeindre un drone dans une autre couleur Question pour Seaol, tiens. Alors on a acheté la peinture, hein, on a pris les deux couleurs au cas où. Non, un petit peu plus sérieusement. Les besoins et les fonctions à réaliser, les missions à réaliser ne sont pas les mêmes. Commençons par ça. Les technologies embarquées permettant de les réaliser sont en très grande partie communes. Après, la mission en tant que telle devient un monde de spécialité. Certaines vont s'approcher l'une de l'autre, mais la réalisation n'est pas du tout la même. Je suis convaincu que le monde civil se structurera autour des 5D, en très 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 grande partie, avec, et c'est d'où mon intervention de tout à l'heure, la nécessité du ratio économique beaucoup plus forte que dans le monde militaire.
Dans le monde militaire, ça va être autour de la réalisation et de l'objectif de mission. Et autour de cet objectif de mission, vont se bâtir tout un lot de choses. Les technologies utilisées seront les mêmes. N'oublions pas la surcouche qui est la gestion tactique et la logique tactique, qui est un vrai métier en tant que tel et qui sort du drone lui-même pour être bien au-delà de ça. La gestion d'un système de combat par son ensemble, la gestion d'une vue tactique globale dans laquelle vont être intégrés à la fois des frégates, des petits USV, des très gros USV, des engins sous-marins. Et ça, c'est un monde à part. Donc il y a des communalités, mais il y a aussi énormément de différences. Merci. Au CHOM, vous utilisez des technologies civiles pour un emploi militaire. C'est des technologies que vous êtes appropriées au fur et à mesure. Ça fait partie des métiers même du CHOM d'utiliser, de mettre à l'eau des engins pour les différents levées que vous pouvez mener. On bascule assez facilement du civil au militaire? Alors non, effectivement, j'ai une perception légèrement différente, étant moi-même militaire en plus. Finalement, l'aspect militaire, il est assez variable, il est très protéiforme. Et donc, mais un point important dans les opérations, c'est quand même de savoir, connaître, être capable de prendre des décisions en connaissance de cause, de préférence en anticipation. Et donc nous, au CHOM, en fait, on sera plutôt dans le temps froid, parfois tiède, avec un usage, en fait, pour la défense, en fait, la mission de fournir à la marine en particulier la connaissance qui lui permettra de faire sa planification, de conduire ses opérations après, et éventuellement avec ensuite l'usage de même vecteur. Alors notre DRIX, il sera rouge. Le DRIX a été utilisé récemment dans le cadre d'un exercice au large de Toulon, donc qui s'appelle Dragon Fury. Il était rouge aussi. Et finalement, l'objectif, c'était, dans le cadre de l'amphibie, d'acquérir l'information à chaud. On va parler d'hydrographie de combat. D'avoir cette information à chaud qui permet ensuite au commandant de force, en fait, d'orienter sa tactique. Et finalement, en fait, ce switch entre la partie civile et militaire, pour nous, effectivement, on l'a fait tout le temps. On a nos missions, en fait, et nos acquisitions sont éminemment duales. On va utiliser l'information, on va la mettre à disposition dans le cadre de notre mission de service hydrographique national pour la sécurité de la navigation en particulier. Navigation qui vaut pour des bâtiments blancs, rouges et également gris. Vous allez contribuer au fait que les drones puissent évoluer dans des milieux plus sécurisés. Et en fait, alors j'ai pas forcément abordé ma logique sous cet angle-là, mais oui, tout à fait, oui. Parce que la réglementation va imposer d'avoir effectivement un emport de cartes dans les centres de téléopération. Et donc on est effectivement souvent, en tout cas sur le territoire national, en tant que service hydrographique national, à la base de cette connaissance. Mais ça vaut aussi pour la défense, en fait. Merci. Alors, on fait bien le distinguo entre les drones et les navires autonomes, et on a bien dit qu'il y avait quand même une très grande porosité entre les deux, notamment en termes réglementaires, mais également en termes de technique. On a vu se développer des projets autour des porte-drones. On a vu des grands engins, un peu plus grands qu'un drone, emporter lui-même d'autres drones pour les mettre à la mer. Est-ce que c'est la solution ultime ? Est-ce que les navires d'Ocean Infinity ou le projet portugais de navires porte-drones aujourd'hui, c'est des choses c'est des choses que vous regardez, qui peuvent vous intéresser, c'est-à-dire de mettre à l'eau différents vecteurs de surface ou sous-marins à partir d'un navire qui lui-même serait téléopéré ou autonome. Alors, moi, je peux jeter 2 pièces pour lancer la discussion. La première, c'est des machines pour faire quelque chose de fiable, rapidement adopté par les utilisateurs. C'est pas forcément la voie la première à aller rechercher. Là, c'est donc des drones économique. mis en œuvre par d'autres drones, eux-mêmes mis en œuvre par d'autres drones, ça je sais pas. Par contre, l'autre partie de la pièce, ça qui est très clair, en tout cas je pense dans le domaine gris plus ou moins clair, c'est on touche bien du doigt le fait que quand on est dans le naval, on a tout un tas de problématiques qui ne sont pas les problématiques du terrestre. Et donc tout un tas d'enseignements très différents à tirer. Notamment la capacité à les projeter, les drones, à les soutenir sur place, à ce qu'ils ne soient pas eux-mêmes un boulet pour les utilisateurs. Et à ce titre-là, en effet, les navires qui vont devoir faire ça vont être très différents. Mais ils ne sont pas tant très différents dans le fait d'être optionally manned ou potentiellement téléopérables. Je pense que ça viendra dans un deuxième temps. Ils sont très différents parce qu'à bord,
pour être efficaces, ils vont avoir besoin d'être conçus autour de la mise en œuvre de ces drones. Et notamment, 2-3 caractéristiques clés qu'on connaît très bien chez Naval Group, notamment grâce à nos amis belgo-néerlandais avec qui on travaille sur un navire de projection pour la guerre des mines. Les 2-3 capacités clés, la capacité de reroll. En combien de temps est-ce que vous êtes capable de reconfigurer votre drone, de lui redonner du potentiel et de le renvoyer en mission? Ça, c'est un sujet qui est très clé. Dans les navires qu'on développe pour la guerre des mines, il est vraiment construit autour d'une mission bay qui est dédiée à ça. Deuxième sujet, les lancer et les récupérer. On en parle assez peu depuis le début, mais qui dit de le déployer à la mer, voilà, c'est une vraie question, donc je ne vais peut-être pas la détailler ici, mais le LARS, que ce soit depuis un bâtiment de surface ou demain depuis un sous-marin, c'est absolument une partie clé. On a parlé de la communication aussi. Et dans la partie communication, être capable de gérer plusieurs drones en même temps à la mer, c'est un point qu'il faut regarder. Et puis je reviendrai sur le système de mission. Et communication, système de mission, Lars Mission Bay, là on met le doigt sur la question de l'agnosticité. En fait, vous ne pouvez pas avoir un navire dédié à un seul système drone. Et donc il y a vraiment cette question d'avoir au moins pour le système de mission, pour le lancement, récupération, quelque chose qui sait s'adapter à plusieurs drones. Et nous, en tout cas, chez Naval Group, c'est vraiment l'approche que l'on a choisie sur ces deux solutions, c'est d'être drone agnostique et de travailler avec des partenaires pour ça. Merci. Alors ça tombe bien, on va aller sur le LARS, parce que je crois que c'est une question qui... en tout cas, un sujet qui interpelle tout le monde. Donc on ne va pas faire d'acronyme. Le LARS, c'est le Launch and Recovery System, qui permet de mettre à l'eau des drones et de les récupérer. On a vu d'ailleurs une vidéo tout à l'heure où on voit effectivement un drone utiliser un LARS. Est-ce que chez Ship as a Service, vous estimez que c'est un game changer, le LARS? Est-ce que c'est vraiment l'élément central et fondamental? Et comment est-ce que vous voyez les choses en tant qu'opérateur de mission et dans les différents moyens que vous pouvez mettre à la mer? Le LARS, où on utilise aussi un autre terme dans le langage militaire qui s'appelle le changement de milieu, c'est toujours une séquence très critique. Très critique. Donc le changement de milieu pour nous, la partie sous-marine, c'est j'ai un drone sous-marin qui passe à la surface et qui va sur le pont d'un navire, et évidemment inversement quand il a été mis à l'eau. Donc la vidéo qu'on a vue tout à l'heure était superbe, mais elle est assez peu représentative des conditions qu'on peut rencontrer en moyenne en mer, parce qu'il faisait très très beau. Donc ça illustre très très mal le propos que je vais tenir, mais voilà, en Corse parfois on a ça. Mais voilà, évidemment, c'est une séquence très très risquée, hein, la mise à l'eau et la récupération des engins. On peut faire capoter tout un projet pour une erreur d'inattention de quelques secondes. Donc nous, on imagine résoudre ce problème, en tout cas réduire ce risque. Ça va répondre aussi à l'autre question sur drone de drone, avec un projet qui s'appelle MantaX, au sein d'un consortium qui est lauréat d'un appel à projet Corimer France 2030, où on se sert en fait de la cage ascenseur d'un robot philo-guidé. Donc lui, il descend dans une cage, et sous la cage, en fait, on a envisagé d'installer la docking station du drone sous-marin, qui du coup va pouvoir faire son opération d'acquisition de données et revenir dans son dock, faire une sorte de reroll, on va dire, où il va pouvoir télécharger ses données et se recharger en énergie sans avoir besoin de remonter par la surface. Donc déjà, on va optimiser le créneau météo, la fenêtre d'opérabilité, elle va être optimisée au maximum, parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais envoyer par exemple une cage de robot sous-marin à 2500 mètres de fond, c'est quasiment 2 heures de treuil. Donc vous avez descendu votre système au fond, il y en a un qui a oublié de brancher quelque chose, vous avez 4 heures ou 5 heures de bateau dans la vue. Donc ça se compte rapidement en plusieurs milliers d'euros. Et qui plus est, la météo peut se dégrader, donc au final, vous avez perdu votre slot et c'est toute l'opération qui est finie. Alors, il n'y a plus personne qui parle d'IA, de machin, de trucs. Là. Tout le monde se regarde un peu dans le monde réel. Voilà, c'est la vraie vie. Donc voilà, donc nous, on considère qu'en effet, c'est tellement critique qu'on pourra même faire toute l'innovation, toutes les bonnes solutions qu'on pourrait trouver, bien sûr, pour améliorer et dérisquer cette séquence. Mais pour nous, le meilleur calcul, c'est de limiter le nombre de fois où il faut réaliser cette séquence, en fait. D'où notre idée de l'ARS, on va dire quasi sous-marin, mais ça s'applique évidemment aux drones sous-marins. Il y a plein d'autres systèmes qui peuvent être étudiés pour les drones de surface. On avait commencé à réfléchir à un système où
pour les drones de surface, quand la mer était d'un état intermédiaire, en fait, il ne fallait pas les remettre sur le pont, mais les garder en remorque et puis trouver des cinématiques ou des zones où la récupération pouvait être réalisée avec plus de sécurité. Et à l'Ifremer, Yann, vous aussi, vous utilisez ce genre de système, vous avez cette même logique ? Alors notre expérience dans ce domaine-là, on est allé sur des concepts relativement simples et très robustes par rapport aux conditions d'utilisation à la mer. Pour différentes raisons. Donc à une époque, on a imaginé des systèmes robotisés, etc. Il y a un fil rouge, à la limite, si on le respecte, on se porte assez bien. La technologie qui doit servir à la récupération d'un drone doit rester en surface. Donc il ne faut pas complexifier un drone qui va à 6 mètres avec des technologies, des pinces, des capteurs, des actionneurs qui vont servir uniquement en surface. Ça, il faut le mettre de l'autre côté, donc sur le système qui récupère. On est resté, nous dans notre domaine aussi, peut-être sur des solutions pragmatiques, mais qui sont très efficaces, à partir du moment où on prend en compte, dès la phase de conception de l'engin, la méthode et les outils pour la récupération. Donc, c'est une approche système. On ne fait pas un engin sous-marin et après, tiens, maintenant, comment je vais faire pour... j'ai 3 points de levage et ça va être la galère. Non, il faut, donc sur Ulix, qui a bénéficié de l'expérience de ses prédécesseurs, dès le premier jour, on n'a quasiment jamais déployé un Zodiac pour assister à la récupération. Et on peut travailler à Marseille. Pas besoin de Par contre, on a l'avantage qu'on a des personnes sur la plage arrière du navire, donc on a dans notre métier un petit peu des souplesses que peut-être dans le domaine militaire c'est peut-être un peu différent. Mais il faut rester sur des concepts simples, il ne faut pas que ça complexifie. La disponibilité opérationnelle de l'engin à la fin est roi, donc il faut rester sur quelque chose de... Mais c'est un sujet qui, dans notre monde au moins, est relativement bien maîtrisé aujourd'hui. Oui, j'ai l'impression que c'est crucial comme question et le sujet vous interpelle tous. Denis Créache, au CHUM, vous utilisez également ce genre de système pour mettre à l'œuvre vos différents engins et dans cette même logique en tout cas. En fait, inévitablement, c'est-à-dire que moi ce que je dis régulièrement, c'est que le meilleur drone du monde, si on n'est pas capable de le récupérer, parce que souvent c'est plus la récupération que la mise à l'eau, il ne sert à rien en fait. Et effectivement... si je prends l'exemple du Driss qu'on a pu mettre en œuvre sur un de nos bâtiments, on le met à l'eau avec une grue, il est 7 mètres, il pend 7 mètres par une patte d'oie, 7 mètres au-dessus de l'eau, il y a 6 personnes au faux bras. Je pense que pour certains ça parle, donc effectivement l'état de mer n'est pas toujours celui qu'on a vu tout à l'heure. Et donc c'est éminemment limitant. Ça vaut aussi pour l'AUV. Donc en fait, nous dans le cadre de nos futurs bâtiments hydrographiques, qui sont en pleine spécification, il faut effectivement prendre dès le départ cette contrainte. Et le LARS, si on compte sur les drones comme étant un vecteur et un support de senseurs et un support de capteurs d'information, en fait, il nous faut les LARS qui permettent effectivement de mettre à l'eau facilement, tout en prenant en compte l'évolution. Donc c'est le côté agnostique, c'est un peu le challenge des chantiers en fait, prendre en compte l'évolution dans les 10 à 20 ou 30 ans à venir, mais effectivement c'est le point central pour être capable d'avoir de la donnée à la fin en fait. Merci. Pierre-Antoine, un dernier mot on parlait d'embarquabilité, on parlait de qu'est-ce qu'il doit avoir dès le départ dans les drones, le minimum, notamment dans leur emploi militaire. L'embarquabilité, je pense, en fait clairement partie. Et ce qui a été dit juste avant sur le drone sous-marin, c'est très vrai sur le drone de surface aussi. Dans le Sequest S qu'on a développé, on l'a vraiment conçu nativement embarquable sur frégate. Et là-dedans, il y avait tout un tas de paramètres, dont typiquement minimiser l'impact sur le navire. Ça se réfléchit aussi dès le départ. On n'a pas toujours le plaisir d'opérer depuis un navire dédié. Et en fait, il faut qu'on soit capable de le faire. Le côté très agricole, je pense que ça, vous serez surpris de voir dans les essais d'intégration frame qu'on a fait avec le Sequest S, le système qui permet de n'avoir personne à bord du drone lui-même pour pouvoir récupérer ça sur le bossoir sans modifier la niche,
telle qu'elle est déjà conçue, c'est extrêmement agricole. Et ça marche bien et ça permet beaucoup de redondance et donc du coup une forme de sécurité à l'emploi. Et c'est assez mécanique. Mais ça, pareil, ça se réfléchit. Et le drone lui-même, il a besoin, et là aussi, c'est pas un sport de masse, faire des mâtures rabattables, mais suffisamment hautes pour être performantes, suffisamment stables dans la mer formée. Voilà, ça fait partie de défis. Si c'est pas bien pris en compte dès le début, on a un navire qui fonctionne mal. On a beaucoup travaillé là-dessus avec Sirena sur le Sequest S. Merci beaucoup. Alors, on a évoqué les points critiques. Il y en a un qu'on a oublié quand même, on parle d'autonomie, mais cette fois-ci pas décisionnelle, mais de propulsion. Et d'ailleurs, plutôt que de parler d'autonomie de propulsion, on pourrait peut-être parler, ou qualifier en tout cas le mot en termes d'endurance. En quoi est-ce qu'aujourd'hui un drone, c'est un avantage par rapport à un navire, qu'il soit autonome ou pas d'ailleurs? Et est-ce qu'on peut imaginer une permanence sur ou sous la mer? Est-ce que par exemple une flotte de drones où on a un drone principal et peut-être d'autres drones accessoires, si on en perd un, parce qu'il n'a plus d'autonomie, c'est pas grave, parce qu'on considère qu'on a une flotte, mais quand on a un drone tout seul, il faut qu'il soit suffisamment robuste et qu'il ait cette capacité à avoir une endurance. En quoi, Hervé Allaire, ça peut être un avantage d'avoir un drone en permanence à la mer? Vous avez évoqué la question de la docking station. Là, on est en termes de... Il n'y a pas que des questions de coût. Il y a une question d'être capable de surveiller en permanence une zone. Alors déjà, je vous dis sur le sujet un peu de la redondance. Je disais tout à l'heure que nous, on commence à faire des opérations avec des drones. Et je pense qu'on aura des drones sous-marins comme on a des robots filoguidés quand on aura les moyens de s'en payer deux. Il faut toujours 2 engins pour avoir une garantie de service. Après, sur la capacité à durer longtemps sous l'eau, je pense qu'on va arriver un peu dans les mêmes scénarios que pour le drone aérien, c'est-à-dire qu'il y a des drones aériens qui sont des drones captifs. Là, en quelque sorte, ça va être l'équivalent des robots filoguidés qui peuvent rester sans limite de temps dans l'eau, tant que les conditions d'environnement le permettent. Et des AUV qui, eux, seront autonomes. Il y a des projets d'AUV, notamment par exemple sur les parcs éoliens, qui iraient sur des robots résidents qui, justement, eux, seraient câblés avec la Terre ou avec une éolienne pour pouvoir les charger et récupérer les données, qui correspond un petit peu à la situation que je décrivais, mais nous, avec le drone relié, le robot relié au bateau avec sa cage et son ombilical. Donc oui, je pense qu'il va y avoir des développements dans ce domaine-là. Ça va être une autre étape de la dronisation du milieu sous-marin. C'est pas pour tout de suite, à mon avis. Merci. Et Yann Opterberke, pardon. L'ULIX, on peut l'utiliser combien de temps sous l'eau? ULIX, en fait, nous, on annonce aujourd'hui une autonomie, une endurance de 24 heures. Oui. Par contre, initialement, on avait ciblé plus. Mais il y a 2 choses à comprendre là-dedans. Donc, si on va très profond, on fait les montagnes russes parce qu'on travaille dans le relief, dans les canyons. Donc, on fait des dénivelés. C'est comme le cycliste, ça coûte de l'énergie parce que le système est toujours un petit peu flottant ou lourd. Et donc, si on cherchait à optimiser un chiffre, on pourrait probablement monter à 32-36 heures. Mais ce qui compte pour l'utilisateur dans notre domaine, on est souvent loin des côtes, on est pour un certain temps, et on va enchaîner des plongées. Et ce qui compte, c'est ce qu'on fait dans ces itérations, dans ces cycles de plongée. Donc on est, nous, pratiquement jamais dans une logique où on y va pour une plongée coup de poing pour réaliser un résultat ou une mission. Je pense que ça peut imaginer dans le domaine militaire. Et chez nous, c'est plus la succession de plongées. Je l'ai dit tout à l'heure, avec différents outils, donc aussi avec des interventions. Et donc, les données sont tellement riches qu'on ne peut pas les récupérer autrement que sur le pont. Et donc, on a, à un moment donné, l'endurance elle-même n'est pas tout en haut de la liste des priorités. Donc, il faut aussi accéder régulièrement à la donnée, analyser les données, planifier la suite, les actions des autres vecteurs. Et donc, c'est tout un ensemble. Et dans le jeu des missions multisystèmes,
c'est le gabarit de l'engin qui a un rôle important. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure aussi, et il faut que sur le navire, ça prenne place. Et donc, on a à un moment donné limité sur la capacité batterie. Si on rajoutait 1 mètre à cet AUV, on pourrait faire le double. Mais on est dans l'ordre de 2 jours. Hein. Donc là, aujourd'hui, c'est 24 heures. Et souvent, les missions à la mer, malgré tout, gardent un petit peu un rythme après d'opération jour. Donc en fait, l'endurance et les fonctions de la mission que va opérer le drone. Mathieu Glatt, est-ce qu'on peut envisager pour un drone de surface une permanence à la mer? Alors oui, c'est des projets sur lesquels on travaille. On a en ce moment un projet coopératif de système dont tu parlais tout à l'heure, qu'on fait avec Exail d'ailleurs, d'un USV à faible vitesse qui va faire assez peu de longueur opérationnelle et qui sera capable d'embarquer un ROV, donc un robot sous-marin, pour faire de l'inspection. Lui, son objectif, c'est vivre plusieurs jours, voire au moins 1 mois à la mer. Et c'est là qu'il aurait des intérêts très forts. Il peut remplacer, en gros, quand on fait de la surveillance des fonds, enfin pas des fonds, mais de systèmes offshore, il y a généralement à peu près 1 mois de bateau à la mer pour plonger des roves. Si on sait les remplacer par un système qui est très très résident, il y a de l'optimisation qui peut être économique, qui peut être opérationnelle. Et donc à ce titre, oui, on va viser des très longues opérations. Mais ce que tu disais est vrai, et ce qui apparaît là dans l'échange, c'est que le besoin de la durée opérationnelle est purement associé à la mission. Nos tout petits USV, ils ont 7 heures grand max d'autonomie et ça suffit 3 fois. Si on avait 1 heure, ce serait très largement suffisant. Donc l'usage détermine le besoin. J'imagine que pour votre voisin Jean-Marc Sornin, pour les missions que vous menez, avec une flotte, cette fois-ci de drones, la question de l'endurance également est primordiale? Pas forcément, parce que je vais avoir le même genre de réponse, évidemment. C'est-à-dire qu'on est pris entre différentes contraintes. On l'a dit tout à l'heure par rapport au LARS. Il faut remonter le moins souvent possible pour minimiser les difficultés qu'on peut rencontrer, voire les accidents. Il faut prolonger le plus possible au fond parce que ça permet d'acquérir un grand nombre de données. En revanche, on a évidemment les mêmes problématiques que ce qu'a dit Yann sur on a besoin de mettre d'autres types de capteurs. On a besoin aussi de voir, je l'ai dit tout à l'heure, on a une prévision de mettre en place des algorithmes qui vont nous permettre d'optimiser les missions, mais pour ça, il faut qu'on traite les données qui ont été récoltées. Donc, il ne faut pas non plus qu'on passe 4 jours pour le traitement, pour redéfinir le positionnement. Donc, c'est au coup par coup. C'est vraiment en fonction de l'objectif de la mission, des contraintes de la mission elle-même. Et puis on l'a dit, il y a la vie réelle aussi, hein, la météo, enfin voilà, les aléas maritimes. Tout ça. Donc, sachant, et je crois que ça a déjà été dit, quand on descend à plusieurs milliers de mètres de profondeur, on a 1 heure, 2 heures, 3 heures de descente et de remontée. Donc là aussi, c'est un facteur à prendre en compte, effectivement. Ouais. Merci. Et côté CHOM, Denis Créache, c'est vous qui déployez également des engins à la mer de longtemps. La question de l'endurance fait partie de vos priorités ou informations partagées avec vos camarades qui ont des avis différents selon le type de mission? Alors pour moi, longtemps, c'est être productif en fait. Plus je reste sur la zone opérationnelle, plus je produis de façon effective. Et donc réduire les transits et réduire le nombre de mises en œuvre, montée, descente sur le pont, c'est du temps gagné en termes de productivité. Donc très clairement, cette endurance, c'est un facteur clé sur la production. Nous, régulièrement, dans des opérations, on va travailler pendant des semaines, voire plus, sur des zones pour avoir une couverture à froid large. Et de fait, très clairement, cette endurance est un facteur prépondérant. Il y a un autre facteur qui au quotidien, je dirais, nous concerne moins, c'est pour moi l'endurance, elle se décline aussi en termes de discrétion. Donc là, on est plus sur l'aspect militaire, mais finalement, si je veux déployer un AUV de façon discrète, suffisamment, pour être discret, je vais le faire suffisamment loin des côtes.
dans un cas d'usage. Et il me faut l'endurance suffisante pour rejoindre la zone en sécurité, faire l'opération qui est à faire et revenir pour être récupéré. Donc l'endurance a aussi ce facteur-là qui est très important. Merci. Alors on a beaucoup parlé des technologies, on a beaucoup parlé d'autonomie, qu'elle soit décisionnelle ou d'endurance. Ça, c'est ce qui se passe en opération en France ou dans les eaux françaises. Opérateurs, constructeurs, comment est-ce que vous appréhendez le marché des engins autonomes, aussi bien les navires que les drones? Est-ce que vous, j'imagine, faites tous un benchmark de ce qui se passe à l'international? On a certains d'entre vous, d'ailleurs, employé des engins qui sont développés par d'autres nations. Est-ce que la France est si en avance que cela? Peut-être question à partager entre vous. Et puis, deuxième question, on le sait, il y a un cadre réglementaire qui est en discussion à l'OMI. On espère avancer encore lors de la prochaine session du Comité pour la sécurité maritime. On a un cadre réglementaire en France qui permet le déploiement des navires à la mer. On a également un cadre réglementaire pour les drones. Est-ce que cette réglementation est un facilitateur de business à l'export quand on dit qu'on a une réglementation en France? Alors premier point, première question, le benchmark, comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à nos voisins? Et deuxième question, est-ce que cette réglementation qu'on a tant souhaitée et qui est en train d'évoluer également est un facilitateur? Mathieu? Alors, sur la première question, sur le benchmark, on a une force absolument incroyable en France, absolument incroyable. Si on prend le bassin méditerranéen, entre Sophia Antipolis et La Ciotat, on a 6 des plus grands constructeurs mondiaux de drones ou d'engins autonomes sous-marins ou de surface au monde. Commençons par ça, nous avons une densité, une force d'ingénierie qui est hors du commun. Est-ce qu'on a des compétiteurs? Bien entendu, on a des compétiteurs. Ceux qu'on voit apparaître et de plus en plus, ce sont des compétiteurs par le bas qui sont très intéressants. Je vais parler des Turcs en particulier, qui ont des engins qui sont de premier rang, dont la performance et l'avancement technologique est très très élevé. Et ne négligeons pas ces entrants par le bas. On a aussi nos concurrents traditionnels, les Anglais et les Américains, mais des nouveaux joueurs ou des nouveaux players dans le concert des nations sont assez forts. Le deuxième élément, l'élément réglementaire. Dans un monde civil, cet élément réglementaire est une absolue nécessité, je vous l'ai dit. Il n'y aura pas d'engin autonome de surface sans qu'il y ait de la réglementation et sans qu'il y ait de l'autorisation à naviguer. La France a cherché à réguler dans les premiers et c'est un énorme élément de force. L'engin, le très gros système autonome téléopéré, le très gros navire téléopéré que nous faisons pour Abu Dhabi, nous le faisons entre autres et en bonne partie parce que nous avons obtenu un permis de naviguer sur un proof of concept présenté aux autorités françaises. C'est un élément de force extrêmement, extrêmement important. Et je dirais, s'il y a une chose à retenir, l'important c'est de réguler, quitte à ce que ce ne soit pas parfaitement régulé. La régulation s'adaptera avec le temps, mais on se doit très très vite d'entrer dans des standards. Sinon, tout le monde est attentiste et personne n'avancera. Merci beaucoup. Et Hervé Allaire, vous qui employez des marins dans le cadre de vos opérations, cette question de la réglementation va amener à une autre question, donc on pourra également évoquer un petit peu plus tard et cet après-midi, la question de la formation à ces opérateurs de drones. Vous formez vos marins à l'utilisation des drones et bientôt vous allez les former à disposer de ce certificat de formation. Est-ce que c'est un atout, cette réglementation? Est-ce que pour vous, opérateurs, c'est un frein? Alors nous, pour l'instant, on exploite assez peu des drones de surface qui, eux, appellent justement à ces permis de navigation. On est beaucoup moins embêtés dans le monde sous-marin. Voilà. Il y aura quand même un certificat d'opérateur de drone pour les drones sous-marins. Ok. Cette question, c'est l'occasion de souligner qu'on est assez pauvre en France sur la formation dans le pilotage et la préparation de missions sur des engins sous-marins. C'est quasiment
jusque très récemment avec l'IUT qui s'est ouvert là à Brest, c'était entre guillemets des compagnies qui formaient leurs pilotes de drones ou de robots qui étaient issus de filières soit hydrographes, soit électroniciens. Donc oui, ça avance et c'est une bonne chose. Néanmoins, il n'y a que l'expérience qui permet d'avoir des bons océanautes. Sur la partie ROV, donc robot sous-marin téléopéré, pour l'instant, il n'y a pas de contrainte de permis, puisque c'est relié au navire. Donc moi, je suis assez peu concerné. Néanmoins, il y a quelque chose qui a été favorable à notre activité, dont on a bénéficié grâce au développement des parcs éoliens. C'est l'adaptation du droit social maritime à des gens qui ne sont pas inscrits maritimes dès lors qu'ils sont en opération en mer, c'est-à-dire que le code des transports peut s'appliquer. Et c'est quand même une bonne chose et ça nous protège du recours massif au freelance, en fait, qui est la manière dont le marché est organisé. Maintenant, on peut, avec du personnel employé, faire respecter les temps de travail du Code des transports qui était jusqu'auparavant ne concernait que les marins, quoi. Merci. Peut-être une dernière question avant de passer à la parole à la salle. Après tout ce qu'on vient de se dire, est-ce qu'on a vraiment besoin de ces engins ? Est-ce que c'est le prolongement naturel ou l'évolution technologique des navires et des submersibles ? Est-ce que demain, on pourrait s'en passer ? Yann ? Je vais juste dire une phrase. Donc, quand on a fait la première campagne scientifique, associant un AUV, un drone profond, au sous-marin Nautil, le chef de mission scientifique a dit « J'ai fait en 3 semaines ce qu'auparavant, j'aurais mis 3 ans à faire ». Voilà, donc je m'arrête là. C'est un très très bon exemple. Jean-Marc Sandin ? Je suis un peu désolé, mais il me semble que tu n'as pas écouté ce que j'ai dit tout à l'heure. Ou tu avais préparé ta question avant. Bah oui, j'ai préparé ma question. En fait, oui, on ne peut pas s'en passer. Pour améliorer la précision d'un certain nombre de mesures, on a besoin d'être à proximité du fond. Et donc, on a besoin d'engins qui soient capables de plonger, de voler à 5, 10, 15 mètres du fond et d'avoir une autonomie de déplacement. Et donc, oui, on en a besoin. Merci. Denis Créache ? Alors moi, je vais prendre l'exemple d'une vedette. Alors, une vedette hydrographique qui fait 7 mètres de long dans une mer 2-3. C'est un peu l'enfer pour 10 heures pour des pilotes et des hydrographes. Ça va travailler donc 8 heures max, opérationnel vraiment. L'USV, on va le faire fonctionner 24 heures sur 24 pendant plusieurs jours. Il est capable de tenir avec une qualité de données incomparablement supérieure, un état de mer supérieur. Donc oui, si on veut... Aujourd'hui, vu la techno, c'est indispensable. Merci. Hervé Allaire ? Moi, je voudrais juste dire un mot sur les câbles sous-marins, qui sont quand même maintenant des infrastructures critiques. En tout cas, c'est convoité. Et on voit que, je ne sais pas si c'est le bon terme, que les conflits, en tout cas, commencent à drifter vers le monde sous-marin. Et je ne vois pas quelle autre solution qu'un usage assez massif des drones sous-marins permettra justement de s'assurer de l'état des câbles ou de ce qui s'y passe ou de ce qui pourrait s'y passer, quoi. Donc, rien que par rapport à ce sujet-là, je pense que les drones sous-marins, toujours en ce qui me concerne, sont indispensables si on veut une forme d'efficacité, quoi. Merci. Pierre-Antoine Flich et puis Mathieu Glade pour la dernière prise de parole avant les questions. Alors moi je vais répondre pour la partie militaire en tout cas. C'est évidemment, ça sera à l'utilisateur de venir trancher ça. Moi je peux juste faire quelques observations. Il y a un certain nombre de marines qui ont déjà estimé, les Américains en premier lieu, qu'ils n'auraient pas les capacités soit industrielles, soit humaines pour faire face à leurs défis sans les drones. Donc là, il y a déjà une première partie de la réponse. Il y a une deuxième partie de la réponse qui a été évoquée par un certain nombre d'entre nous. En fait, il y a tout un tas de compétiteurs qui rentrent, eux, plus parce qu'ils profitent du mécanisme drone pour exister ou pour monter en compétence sans avoir à faire tout l'apprentissage que nous on fait parfois depuis des siècles. Et donc plus de drones à la mer, ça va vouloir dire aussi probablement plus d'autres moyens pour les surveiller ou les contrer. Donc il y a une question de massification, indépendamment des capacités industrielles et humaines, à laquelle là aujourd'hui, moi je ne connais pas de réponse autre que la réponse par des drones.
Et puis il y a vraiment une question d'efficacité, et ça elle a déjà bien été évoquée. L'Ukraine en montre certains exemples, nous on en a tout un certain nombre d'autres aussi. Il y a juste des choses qui peuvent être faites de manière beaucoup plus efficace, et ça, on retombe encore sur cette notion asymétrique que peut apporter notamment les drones dans le domaine naval. Et ça pareil, je ne connais pas de marine, en tout cas avec les marines avec qui on échange aujourd'hui, qui disent pouvoir s'en passer. Merci. Et Mathieu Glade. Alors, est-ce nécessaire ? Non. Non. Est-ce utile ? Est-ce pratique ? Est-ce plus performant ? Est-ce que ça ouvre de nouvelles perspectives ? Bien entendu. Est-ce que c'est moins cher ? On l'espère de temps en temps, pas toujours. Ça ouvre complètement de nouvelles perspectives. Ce qui est sûr, c'est que le système autonome, le drone, l'engin téléopéré ne se fera pas sans l'usage du marin. Ça, c'est un point qui est extrêmement important, et en particulier dans le monde civil. Et pour autant, ce sera une rupture au monde du marin. Je vais vous donner une anecdote amusante. La première fois qu'on a mis des navires autonomes, des navires téléopérés à la mer, on est une société armatrice, on a fait le choix de mettre des marins derrière. Des marins qui sont des professionnels de la mer, formés à la marine marchande. On a eu 2 effets à cela. Le premier, on a eu un comportement d'usage maritime qui était cohérent de l'usage général. On se servait correctement dans un monde maritime de ces drones. Et le second effet, c'est qu'on a eu énormément de mal à habituer nos marins à naviguer derrière une console. Vous n'imaginez pas, on en a perdu plusieurs qui nous ont dit « moi je peux plus, je veux recevoir des seaux d'eau sur la tête en même temps, je veux que ça bouge, je ne veux pas rester derrière une console ». Et donc en fait on s'est dit c'est une réappropriation du monde maritime, c'est un nouvel exercice, c'est une nouvelle formation, c'est une nouvelle appréhension du monde. Donc est-ce nécessaire ? Encore une fois, pas forcément. Est-ce que c'est une nouveauté ? Est-ce que c'est un apport ? Est-ce que c'est quelque chose qui viendra en plus du monde existant ? Très probablement. Merci beaucoup. Restez avec nous. On va maintenant inviter la salle à éventuellement à prendre des questions. Si les mains se lèvent, je donne volontiers le micro. C'est bien le micro. Oui, Gilles Bessereau, Académie de Marine, pour rebondir sur la dernière question et prendre un exemple très concret, est-ce que le Nautil a un avenir dans ce nouveau paysage ? Donc Nautil, pour ceux qui peut-être ne le connaisseraient pas, c'est un sous-marin habité 6000 mètres. Il y a 3 personnes qui sont amenées à 6000 mètres de profondeur maxi, donc un pilote, copilote et un embarquant scientifique qui, dans une plongée diurne au rang, donc qui dure 8 heures à 10 heures grand max, qui ont 5 heures environ de travail au fond. Et la question divise, donc évidemment c'est comme l'homme sur la Lune, sauf que au fond de la mer, personne ne sortira jamais du Nautil pour marcher sur le fond de mer. Donc est-ce que la présence humaine est indispensable pour plonger ? Aujourd'hui, il y a environ 5 engins scientifiques de ce type-là, donc aux États-Unis, au Japon, en Chine. Les Russes ont disparu des radars, donc on ne sait pas trop. Les Indiens cherchent en bâtir. Donc nous avons Nautil. On a communiqué sur ces 40 ans depuis la première plongée scientifique il y a quelques jours seulement. Et donc Nautil est l'engin avec le meilleur taux de réussite de plongée, heureusement, dans la flotte. Il a fait 2120 plongées, je crois, et le compteur tourne. Et sur cette base-là, l'État a dit mais ce serait une erreur d'arrêter Nautil. Nous, on était déjà dans la logique de remplacer Nautil par un deuxième ROV téléopéré pour les grands fonds. Et donc, dans France 2030 est financé le prolongement de vie du Nautil jusqu'en 2035-40. 40, ce serait pour nous le prochain, le grand carénage de maintenance. Et là, on serait à pratiquement 55 ans. Mais le cœur du Nautil, c'est une sphère en titane
qui, en termes de métallurgie, ne vieillit pas. Elle a été faite d'une façon tellement intelligente qu'il n'y a pas de soudure. C'est 2 hémisphères posés l'une sur l'autre. En termes de cyclage, c'est négligeable pour le titane. Donc on est sur un engin qui peut encore vivre longtemps. La plongée habitée pour nous, pour les engins plus téléopérés que les drones, est référence. Ce que fait l'humain au fond avec sa perception humaine, 3D, avec les manipulations, avec le ressenti de la situation. La plongée habitée fait référence. Pour nous, c'est le benchmark pour les systèmes robotisés téléopérés. En termes de production de données, instrumentation, capteurs scientifiques, je pense que le Nautil n'a pas les capacités d'un ROV moderne, clairement, qui produit des gigaoctets et qui peut faire qui fonctionne en H24, hein, qui fonctionne pendant 3 heures de suite au fond, 3 jours de suite au fond. Donc, en termes d'instruments d'observation quantitative, le ROV est plus fort, plus puissant que l'engin habité pour vraiment y aller, se rendre compte, réagir vite, explorer sans contrainte de câble. Le Nautil a beaucoup de valeur et est apprécié par une certaine communauté scientifique. Mais la question divise. Il y a les 2 avis cohabitent et donc nous avons les 2 types d'engins dans la flotte aujourd'hui et ça restera comme ça. Merci Yann. On a une deuxième question. Présentez-vous s'il vous plaît. Bonjour, donc Alexis Sinodinos, membre du GICAN. Je fabrique des bateaux électrosolaires. J'ai retenu pas mal de choses au niveau des dualités d'abord, civil, militaire, surveillance, les problématiques complexes de mise à l'eau, de retour de mise à l'eau, et aussi une chose on a parlé d'autonomie, mais je vais vous donner juste un exemple. Les Américains ont fait un drone, un trimaran, ils ont voulu traverser l'Atlantique, il a fallu recharger en carburant. Et donc c'était assez catastrophique, les images sont assez drôles. Ils n'arrivaient pas à monter sur le bateau en fait, parce qu'il n'y avait personne à bord. Et donc nous on développe des solutions solaires, et maintenant éoliennes et solaires. Et pour nous, l'approche c'est de dire que le drone doit être autonome en énergie, parce que c'est une surface absolument énorme. Les temps de mission, on voit, elles vont être, par exemple pour les surveillances des câbles sous l'eau, ça va être 24 heures sur 24 tout le temps. Et du coup, quel est votre avis sur l'utilisation de l'éolien, du solaire, enfin de tout ce qui est énergie en mer pour être autonome éternellement, en fait, qu'on se pose même pas la question, le drone, comme la voile, comme toute la marine, hein, on est ici avec l'Académie de Marine, on était autonome en énergie. Donc il faut qu'on soit autonome en énergie. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est à portée de main. Hein. Qui veut répondre à cette question en quelques secondes? Moi, je peux juste donner quelques illustrations. Bon, le sujet est déjà bien défriché. Ceux qui connaissent nos amis américains, Saildrone est quand même largement présent et on parle de centaines de jours à la mer d'affilée. Donc bon, oui, l'énergie, c'est une partie du sujet évidemment et le solaire peut en faire partie. Après, en tout cas pour ce qui est autre chose que de l'ISR, donc intelligence, surveillance, reconnaissance de très longue endurance, entre guillemets. On parle souvent de capacités à monter en puissance qui sont très limitées et donc tout usage un peu plus tactique du véhicule est quand même très, très largement contraint. Ça, c'est un premier état de fait. Ça pose d'autres questions aussi et on est toujours dans des logiques système de système. Donc après, il y a une question de sur quel chemin critique est-ce qu'on se trouve. Une fois qu'on a réglé une partie de la question de l'autonomie, on retombe sur des problématiques de redondance, d'endurance, de fiabilité à l'usage et en particulier, et là je pense que c'est vrai du domaine civil comme du domaine militaire, ce dont on a tous régulièrement parlé en filigrane, c'est la fiabilité de tout ça. Pour que ça marche, il ne faut pas perdre 2 jours parce qu'il y a quelque chose qui est tombé en panne. Donc est-ce que c'est vraiment sur le chemin critique? En tout cas, moi, j'en suis pas forcément convaincu, même si, dans des cas d'application bien particuliers, c'est ouvert. À mon sens, là où ça vient beaucoup plus tôt dans le chemin critique, c'est pas tant en surface, mais c'est plutôt sous la mer, où là, on a beaucoup parlé d'accroître l'énergie. Nous, on explore 2 chemins. Il y a évidemment la capacité à avoir des batteries très haute densité d'énergie. On a adopté une approche partenariale avec la société AccuWatt et Naval Group. On travaille vraiment là-dessus. On sait que c'est un sujet critique. Et donc, c'est des capacités et des compétences qu'on va internaliser. Et puis, on explore d'autres solutions énergétiques, notamment dérivées de l'hydrogène pour tout ce qui est dans le domaine sous-marin.
avec des groupes électro-hydrogène qui permettent de recharger des batteries et qui là apportent une autonomie très significative pour qu'on puisse justement limiter les temps de remonte à la surface. Pour vous, c'est du temps, pour nous, c'est de l'indiscrétion, et c'est l'autre sujet qu'on a envie de régler. Merci. Mathieu ? Ouais, je vais peut-être ajouter un petit point. Je partage complètement ce qui a été dit, et je vais mettre un petit bémol dans l'intérêt civil sur... il y a un intérêt à avoir de l'énergie gratuite. À plusieurs titres, il y a bien entendu l'autonomie, mais il n'y a pas que ça. Tout exploitant aujourd'hui cherche une réduction de ses émissions de gaz à effet de serre, et dans de très très nombreux usages, sur des drones qui n'ont pas besoin effectivement de variation de puissance, eh bien l'intérêt d'avoir du zéro émission net est extrêmement intéressant. Vous avez vu qu'on exploite pour le compte de Total Energy un drone. Un de leurs plus grands critères, bien que ce soit Total Energy, c'est la réduction des gaz à effet de serre. C'est un de leurs premiers critères. Autant vous dire que quand on le place sur un champ pétrolier, ce critère-là, il l'accepte. Il y a une forme d'étonnement à ça, on est d'accord. Mais Total Energy est aussi un grand investisseur de l'énergie éolienne en mer, et à ce titre-là, il monte des très très grands champs en Europe du Nord, et à ce titre-là, peut se poser la question d'avoir la nécessité d'avoir des plateformes zéro émission nette. Merci. Je crois qu'on a une question devant. Alain Bovis ? Oui. Merci beaucoup à tous les intervenants pour leurs propos tout à fait inspirants et complémentaires. Et du coup, ça soulève des dizaines de questions. Je vais en poser deux très, très brièvement. La première concerne les drones, notamment de surface, civils ou militaires, mais opérant dans des zones, disons, hostiles. Alors, on a coutume de dire qu'il n'y a pas d'équipage à bord, c'est relativement bas coût, parler d'asymétrique, donc on peut les perdre. Ceci dit, la charge utile, qu'elle soit en termes de technologie, de capteurs, de données, voire demain de fret commercial, peut avoir beaucoup plus de valeur que le coût de construction du drone. Donc se pose la question de l'autoprotection de ces drones. Et puis il y a la deuxième face du problème, qui est la lutte anti-drone. Alors j'ai beaucoup apprécié ce que vous avez dit sur l'expérience faite avec une frégate. Mais voilà, j'ai oublié mon truc. Oui, la protection se fait sans doute au canon, en tout cas c'est les images qu'on a vues de la part des Russes. Est-ce la meilleure façon de lutter contre des drones attaquants? Voilà. Ma deuxième question, ça concerne l'étude économique. Il est tout à fait légitime, effectivement, qu'en industriel, on ne se limite pas au raisonnement de technologues, mais qu'on regarde la viabilité économique du système. J'ai l'impression qu'une telle étude doit être rafraîchie tous les 6 mois. En tout cas, quelle est la durée de validité? Nous sommes dans des systèmes qui sont des prototypes, avec des technologies dont certaines sont encore innovantes et en évolution. Il n'y a pas de chaîne industrielle et de supply chain vraiment structurée là-dessus. Donc, à quelle vitesse ce monde-là est en train d'évoluer qui nécessite le rafraîchissement de la réalité économique? Qui prend la première question? Vous battez pas. Ah oui, sécurité des drones de surface. Alors, plusieurs aspects sur la sécurisation des drones. D'abord, c'est très, très dépendant de l'endroit où on l'utilise. Quand on l'utilise sur un terrain comme la mer, le golfe arabo-persique, le risque principal, ça va être un risque cyber. C'est un risque qu'on va considérer comme très très haut. On est face à des nations qui vont avoir une capacité d'attaque cyber plutôt très très élevée. Donc on va faire de la robustesse cyber, on va faire de l'anti-intrusion aussi, avec une solution qui fait que celui qui voudra monter, rentrer dans le bateau, il va quand même se casser les dents pendant un bon bout de temps, et des capacités éventuelles d'autodestruction des logiciels et des systèmes embarqués. Resteront des senseurs.
Voilà. Et puis après, on embarque aussi des effecteurs de notre côté non létaux. On n'est pas encore du tout dans le système d'armes. Donc des canons à eau, des lasers d'éblouissement, des canons sonores qui arrachent les oreilles. Des trucs pas sympas qui font que monter dessus est difficile. Et sur un deuxième monde qui est le monde plus exposé, on va dire, à de la piraterie, de l'attaque en tout genre, là on est vraiment sur des contraintes physiques, c'est ce que je vous disais du canon à eau, ce genre de choses. Donc on essaye de protéger nos drones. L'enjeu principal et celui qui est regardé à la loupe, c'est très clairement la cyber. Ça, c'est pour le premier élément. Sur l'élément économique, oui, on rebelote sans cesse. On belote et rebelote sans cesse le modèle éco, parce que quelque chose qui n'est pas viable un jour peut l'être le lendemain. Et le deuxième élément qui est sous-jacent, je pense, à votre propos, c'est la nécessité d'industrialiser et de massifier. Si on veut baisser les coûts, il faut qu'on industrialise. Si on veut industrialiser, il faut que nos premiers clients passent d'un mode prototype à des modes série. Pour l'instant, très clairement, à peu près tout le monde est sur des engins plutôt uniques. On fait le choix, je parle pour Seoul, d'investir massivement en industrie. Naval Group fait la même chose à la Londe, d'ailleurs. Alors massivement, pas avec les mêmes tailles que Naval Group, mais on investit 10 millions d'euros sur une usine à construire des drones autonomes. Et cette année, on va réaliser une 30aine de petits USV et 3 mid-size. Et puis on construira les 5 très gros dans l'année qui suit. Alors avec la particularité que ça dépend des industriels, mais nous, le choix qu'on a fait, c'est de se dire que notre métier, c'était de faire des drones et pas de faire des bateaux. Et la partie bateau, la partie coque, il y a des chantiers navals dont c'est le métier qui font ça extrêmement bien. Et cette supply-là, elle existe déjà, elle est forte, elle existe en France, elle existe à l'export, elle existe directement sur les lieux de nos clients. Donc on va s'appuyer sur les shipyards et nous-mêmes, on va construire des systèmes de systèmes. Voilà, j'ai essayé de répondre aux deux questions. Ouais, peut-être deux compléments là-dessus. La cyber, ça je rejoins tout à fait, ça fait partie de ces quelques éléments natifs qui font que dans le passage à l'échelle, il y a quand même un monde entre le purement civil et la défense. Et la cyber, c'est une capacité, pour ceux qui maîtrisent bien, qui est extrêmement large. Et c'est pas juste 3 lignes de code et un firewall quelque part. Ça va vraiment dès la conception. Donc nous, notre conviction, c'est que si c'est pas pris en compte dès le départ, on n'arrivera jamais à des bons niveaux. C'est quand même aussi quelque chose de très coûteux. Et donc je pense que là, ça place aussi à un très bon débat côté utilisateur. Qu'est-ce que l'utilisateur va spécifier comme niveau cyber, et est-ce qu'on monte à des spécifications qui font qu'on n'arrive plus jamais à atteindre l'équilibre de la symétrie et du coût, parce que les exigences cyber sont telles qu'on le protège comme si c'était une plateforme habitée. Ça fait aussi partie du dialogue qu'on doit avoir. Mais en plus de la cyber, je rajouterais un élément qui est un petit peu différent et qui n'est pas forcément une question de sécurité, mais qui est une question de capacité employée, c'est la résistance au brouillage. Dans le domaine électromagnétique, là, c'est vraiment un point de vie de tous les jours en Méditerranée orientale ou en mer Rouge, c'est brouillage systématique. Ça commence par le GPS, généralement ça arrive avec les coms, avant de lancer dans ce qui va retomber dans de la cyber, du spoofing ou autre pour arriver à embarquer. Et donc là, pareil, on est aussi sur quelque chose qu'on imagine comme étant assez natif, d'être capacité à résister au brouillage. L'autonomie décisionnelle contrôlée que les véhicules embarquent en surface va faire partie de cette solution. Et là, il y a un dialogue très intéressant entre ce qui se passe au fond des mers, où on n'avait pas de com déjà pour commencer, ou très peu, et ce qui va se passer en surface va pouvoir apporter. Donc ça, c'est un point. Et deuxième point que je rajouterais sur la partie équation économique, alors en effet, les coûts évoluent et donc il faut rafraîchir, mais c'est vraiment insister sur cette logique de massification. Nous, notre rôle d'industriel, c'est d'être capable de prendre notre risque. Seoul le fait, nous on le fait également. Donc, chez Naval Group, les activités drones, elles ont été regroupées dans une entité dédiée qui s'appelle Drone, Système Autonome et Armes Sous-Marines. En effet, on fait un investissement industriel sur la Londe pour se créer une toute nouvelle usine dédiée à ça. On a aussi cette même logique de se dire finalement, nous, notre entité, ce métier, c'est vraiment le drone. Et donc là, il y a une discussion intéressante sur qu'est-ce qui fait un drone. Ok, c'est peut-être pas la coque, mais il y a peut-être plein de choses entre la coque et le système autonome qu'on a quand même besoin d'arriver à maîtriser. Donc ça, on regarde ça. Mais le sujet de la massification, il est clé parce que là, il pose aussi la question, et on est là avec un certain nombre d'entités étatiques ici, il pose aussi la question de quand est-ce que l'utilisateur ou les utilisateurs, pourquoi pas au niveau coalition, pourquoi pas au niveau européen,
arrive à faire des choix qui sont de l'ordre de nous permettre à nous, industriels, de dimensionner la chaîne de la bonne manière. Et là, pour le coup, on ne pourra jamais être seul pour le faire. On est prêt à prendre le risque, mais il va falloir... Et je pense qu'on est au point d'inflexion en ce moment. On est sorti de l'ère des prototypes quand même pour une bonne partie, que ce soit chez Mathieu ou chez nous. On a des produits, ils sont prêts à être vendus. Il y en a qu'on a déjà produits. Complètement opérationnels. En série, avec une capacité opérationnelle initiale. Ça ne fait pas l'ensemble de ce que ça pourra faire demain, mais ils sont prêts à être achetés. Et donc on est vraiment dans ce point de bascule. Et s'ils sont en effet achetés au compte-gouttes, on n'arrivera jamais à atteindre les volumes et la compétitivité qu'on cherche. C'est une problématique qu'on a très bien retrouvée dans le New Space ou dans la voiture autonome, où il y a vraiment cette logique de... Alors, ils sont en giga-usine, là on n'est pas dans cette dimension-là, mais juste déjà dans une usine bien dimensionnée, et c'est là où les gains ils vont se trouver. Et la capacité asymétrique, on la retrouve là aussi. Merci Pierre-Antoine. Alors le mot de la fin pour Yann, puisque je vois l'heure qui tourne et on a une séquence à suivre. Merci, brève réponse pour l'honneur. Je voulais répondre à la question sur le supply chain. Nous, on fait plutôt des prototypes opérationnels qui sont en service pendant plusieurs dizaines d'années. Mais il faut que nous puissions acheter et avoir les fournitures pour faire vivre ces engins, pour évoluer, pour acheter des rechanges et réparer. Aujourd'hui, c'est une préoccupation. Donc, ce domaine est porté historiquement par l'offshore pétrolier, par l'océanographie, pour nous-mêmes, mais c'est international, c'est planétaire, par la défense aussi. Et donc on est sur un paysage vraiment planétaire avec des spécialistes, des entreprises spécialisées. Nous avons de la chance en France d'avoir des équipementiers de très haut niveau dans certains domaines. Sur d'autres produits, quelque chose de très basique comme des connecteurs sous-marins qui résistent à vis en barre de pression pour passer des dizaines d'ampères de courant ou un signal optique. On travaille avec des gens aux États-Unis qui ont délocalisé au Mexique. Avec ce qui se passe aujourd'hui, on se fait des soucis. Il y a des spécialistes pour les bras manipulateurs, pour les lock Doppler. Donc c'est quelque chose qui est assez reparti, distribué sur la planète. Et dans la logique d'aujourd'hui, l'accès à ces technologies n'est pas forcément allé ces derniers mois ou ces dernières années dans le bon sens. Donc, dans des programmes tels que France 2030, par exemple, il serait intéressant aussi d'envisager de favoriser non seulement les systèmes, mais aussi les technologies au niveau composant pour faire vivre cette filière-là. Merci Yann. Alors comme j'ai conscience d'être le dernier obstacle entre vous et le déjeuner, et que ce colloque va se poursuivre cet après-midi par une intervention de la DG AMPA suivie par une table ronde animée par mon ami Timothée Boulinier du GICAN, et que la conclusion revient au contre-amiral Chetaille, je voudrais simplement exprimer ma gratitude aux 6 intervenants pour cette première table ronde et intervention. Messieurs, votre expertise et vos perspectives uniques ainsi que votre engagement ont enrichi les discussions et contribué au succès de cette matinée. Donc un grand merci pour votre précieuse contribution et avoir partagé avec nous et avec l'ensemble des participants vos connaissances, toute cette communauté. Nous pouvons donc les applaudir et je vous invite... Et je vous invite maintenant, pour ceux qui sont inscrits, à rejoindre le déjeuner. Rendez-vous à 13h40 pour installation dans la salle et suite.